Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois a clos sa réunion de cette session annuelle. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers à la fin des deux sessions annuelles. Les gardes-côtes argentins ont coulé un bateau de pêche chinois. La partie chinoise a entrepris des démarches urgentes auprès de Buenos Aires. Le chef de la délégation syrienne au pourparlers intersyriens à Genève s'est déclaré pas surpris du retrait des forces russes de Syrie. Et le président des États-Unis a nommé le juge de la Cour d'appel, Merrick Garland, à la Cour suprême en remplaçant le défunt juge Scalia. L'Assemblée populaire nationale, le corps législatif national chinois, a clos sa réunion de cette session annuelle. Les législateurs chinois ont avalisé 9 documents, y compris le projet de résolution sur le rapport de travail du gouvernement et le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social. Le plus haut corps législatif a aussi approuvé le projet de développement économique et social du pays pour la période 2016-2020 qui fixe la moyenne de croissance économique annuelle au-dessus de 6,5% pour les 5 prochaines années. Le président du comité permanent de l'APN, Zhang Dejiang, présidait la réunion. La réunion a examiné et approuvé la loi sur la philanthropie, qui est fondamentale et globale dans la construction de notre système philanthropique. Elle apporte une importante base légale pour faire avancer les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles chinoises, ainsi qu'elle promeut le développement sain de la philanthropie en Chine. Nous devons étudier et promouvoir la loi, être bien préparés en amont de la mise en œuvre de la loi et prendre cette mise en œuvre comme une opportunité pour accroître le développement de la charité en Chine et hisser la construction de la loi caritative à un nouveau niveau. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré les journalistes chinois et étrangers après la fin des deux sessions annuelles. Il a répondu à des questions sur la croissance chinoise, l'administration et la stabilité régionale. Plus de 900 journalistes, tous en attente de réponses à leurs questions concernant l'économie et les questions sociales. Pendant 90 minutes, le Premier ministre Li Keqiang a confirmé la détermination de la Chine à soutenir l'économie réelle, disant qu'il y avait plus d'opportunités que de défis. En effet, l'économie de la Chine a été profondément affectée par le ralentissement de l'économie mondiale. En même temps, l'économie chinoise traverse une période de transformation structurelle. Mais le futur de l'économie chinoise est encore prometteur, parce que le marché chinois est rempli de potentiel. Notre peuple est créatif et la réforme de l'offre ainsi que l'urbanisation vont permettre de donner une dynamique interne à notre marché. Le Premier ministre reconnaît que certaines mesures du gouvernement ont empêché le développement des forces productives. Il dit que c'est la raison pour laquelle les procédures administratives seront allégées et déléguées à des niveaux inférieurs. La simplification administrative et la délégation des pouvoirs est la clé de la transformation des fonctions gouvernementales. Il y a 3 ans, à la même occasion, j'avais promis que ce gouvernement allait faire baisser du tiers le nombre de produits qui requièrent une approbation du Conseil des affaires d'État. Nous avons presque rempli cet objectif. Notre but est de fournir aux entreprises et aux particuliers des procédures administratives simples et efficaces. 2016 n'est qu'un début. Le président Xi Jinping avait déjà affirmé que la croissance économique devrait tourner autour d'au moins 6,5% durant le plan quinquennal. Cette assertion a été reprise par le Premier ministre Li dans son rapport de travail. L'objectif est l'édification d'une société de moyenne aisance, telle que soulignée par le plan quinquennal. Mais que signifie le nouveau plan quinquennal pour les citoyens ordinaires? Voici un récapitulatif en 10 points. La Chine va mettre en œuvre un système de protection environnementale plus fort.
Toutes les agences de protection environnementale au niveau provincial conduiront une gestion verticale pour l'air, l'eau et la protection des sols. Des progrès seront réalisés dans les assurances commerciales aux soins des personnes âgées et les plans de retraite d'entreprises ou professionnels. Le système d'assurance sociale sera amélioré pour couvrir tous les habitants de la Chine. Le gouvernement créera des logements de base pour les habitants et optimisera la structure de l'offre et de la demande de logement. 50 millions de nouveaux emplois devraient être créés pour les résidents des villes. L'entrepreneuriat et l'innovation sociale seront encouragés. La Chine rendra l'éducation au lycée obligatoire et exemptera de frais de scolarité dans les écoles secondaires professionnelles. Le pays vise aussi à doubler son PIB de 2010 et son revenu par habitant à la fois dans les villes et dans les zones rurales d'ici à 2020. La Chine veut améliorer le niveau de vie des gens pauvres et dans les campagnes. Le système de santé intelligent promouvra les soins de santé s'appuyant sur Internet, les centres médicaux et les services médicaux éloignés. Par ailleurs, en ce qui concerne le taux de la population urbaine enregistrée, l'objectif est une augmentation de 45%. La Chine envisage de mettre à niveau son système de permis de résidence pour couvrir les personnes qui se sont installées comme résidents permanents dans les villes et les villages. Le train à grande vitesse couvrira plus de 80% des métropoles et plus de 50 aéroports civils seront construits. Lors de la session politique, les députés de l'APN et les membres de la CCPPC de la région administrative spéciale de Hong Kong ont fait entendre leur voix. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Xie Changchang et Gao Ning. Selon l'avant-projet du 13e plan quinquennal, le gouvernement central chinois apportera davantage de soutien à Hong Kong pour renforcer sa position en tant que centre international de finances, de navigation et de commerce. Comment saisir les opportunités apportées par cette initiative est au centre des discussions entre les représentants de Hong Kong. La période du 13e plan quinquennal correspond aux 5 années cruciales à l'issue desquelles la Chine atteindra une société de moyenne aisance, mais également aux 5 années d'or pour que nous consolidons notre position en tant que centre économique international et perle de l'Orient. Il ne faut plus politiser tous les problèmes de Hong Kong. Nous devons bien étudier les stratégies économiques du pays et combiner les avantages technologiques de Hong Kong avec les avantages de la partie continentale en termes d'infrastructure et de production et chercher à renforcer ensemble notre compétitivité. Les représentants ont également condamné les émeutiers qui ont récemment créé le désordre à Hong Kong et ont saboté les échanges entre la partie continentale et Hong Kong. La recherche du développement de la stabilité et de l'harmonie est l'aspiration commune de tous les citoyens de Hong Kong. La vérité perce tôt ou tard, mais il fallait du temps. J'espère que nos compatriotes de la partie continentale ne garderont pas de mauvaises impressions de Hong Kong et pourront comprendre que les émeutiers ne représentent pas la majorité de la société hongkongaise. Certains médias ont exagéré l'instabilité de la société hongkongaise. Hong Kong est toujours un très bon endroit. En même temps, les habitants là-bas et surtout les jeunes doivent chercher à mieux connaître la Chine continentale, malgré le fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore l'occasion de la visiter. J'espère que les jeunes des deux côtés renforceront leurs échanges. Cette année, plus de 3200 journalistes étaient inscrits pour couvrir les 2 sessions politiques chinoises annuelles, dont plus d'1 millier de journalistes étrangers en provenance de 65 pays et régions, représentant au total 234 médias. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font connaître la Chine à leurs lecteurs ou téléspectateurs à travers le prisme de la CCPPC ou de l'APN. Quelles ont été leurs impressions concernant cet événement? Nos envoyés spéciaux Xie Changchang et Gao Ning sont partis à leur rencontre. Pour être franc, c'est la première fois que j'ai la chance de couvrir cet événement, car je viens tout juste de m'installer en Chine il y a 2 mois. Je n'ai donc pas trop l'expérience de ce genre d'événement, mais j'ai trouvé cela très intéressant de couvrir les sessions et également les conférences de presse qui ont été organisées. Je pense que c'était aussi une bonne opportunité pour avoir un dialogue direct avec la direction du pays, comme le ministre des Affaires étrangères par exemple. Non, mais d'abord il y a le monde.
le monde. Dans nos petits États, on constate qu'il n'y a pas suffisamment de monde, il n'y a pas trop de monde. Mais là, on se rend compte qu'il y a du monde, les journalistes sont nombreux, et les salles sont très grandes, très grandes. Et puis il y a le franc-parler des uns et des autres. Les gens posent les questions qu'ils veulent et les autorités lui répondent. Simplement, vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons tout d'abord avec le Myanmar. Le président chinois Xi Jinping a félicité Tinkyo pour son élection en tant que nouveau président du Myanmar. Le président chinois a déclaré que sous la présidence de Tinkyo, le peuple du Myanmar allait connaître de grandes réussites en termes de construction et de développement national. Le président Xi indique que la Chine souhaite également travailler plus avec le Myanmar afin de développer durablement leur partenariat stratégique global qui bénéficie aux deux peuples. Les gardes-côtes argentins ont ouvert le feu et coulé un bateau de pêche chinois dans les eaux argentines. L'Argentine indique que le navire pêchait illégalement. Plus de 30 membres d'équipage se trouvaient à bord. 4 marins ont été secourus par les gardes et les 28 autres restants par des chalutiers chinois se trouvant dans les parages. Le ministre chinois des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine en Argentine ont entrepris des démarches urgentes auprès de Buenos Aires, faisant part de leurs inquiétudes sérieuses. Ils ont demandé que l'Argentine conduise une investigation approfondie et informe la partie chinoise des détails. La Chine a également demandé que Buenos Aires garantisse la sécurité, les droits et intérêts légitimes de l'équipage chinois et prenne des mesures efficaces afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Le chef de la délégation syrienne au pourparlers intersyrien à Genève, Bachar Jafari, a déclaré que le retrait des forces russes de Syrie n'était pas surprenant. Il s'est par ailleurs montré très ferme sur le fait que le gouvernement syrien n'était pas encore prêt pour des pourparlers directs avec l'opposition. Pour nous, ce n'est pas surprenant. Il s'agit d'une décision politique commune, coordonnée, prise ensemble par Moscou et Damas. Nos frères et amis, les Russes, sont venus en Syrie du fait d'une décision commune. Et lorsqu'ils quitteront le territoire ou qu'ils redéploieront leurs forces de manière partielle ou complète, alors cela sera fait encore et encore par une action conjointe coordonnée russo-syrienne. Par ailleurs, Bachar Jafari a rejeté le projet des Kurdes syriens visant à obtenir une autonomie plus grande. Les réunions conduites par les composantes kurdes dans le nord de la Syrie devraient mener à la déclaration d'un nouveau système fédéral contrôlé par les Kurdes. Cette décision devrait provoquer la colère de la Turquie, Ankara considérant avec méfiance toute tentative visant à accentuer l'autonomie et le contrôle de territoire. Ramzi Estan Ramzi, adjoint de l'envoyé spécial de l'ONU, a déclaré que les Nations Unies confirmaient, je cite, « l'unité et la sécurité des territoires syriens ». Il a ajouté que les Syriens décideraient de l'avenir de la Syrie. Le président des États-Unis, Barack Obama, a nommé le juge de la Cour d'appel, Merrick Garland, au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême. Âgé de 63 ans, Merrick Garland est présentement juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis dans le district de Columbia. Il a été choisi pour remplacer le juge Antonin Scalia qui est mort le 13 février après plusieurs années de service au sein du plus haut tribunal du pays. Les juges de la Cour suprême sont nommés à vie et les jugements de ce tribunal peuvent influencer le développement d'enjeux sociaux importants aux États-Unis. La mort du juge Scalia a mis fin de façon dramatique à la majorité de 5 contre 4 des conservateurs au sein du tribunal. Cette situation donne la chance au président Obama de faire basculer la balance du pouvoir en faveur des libéraux. Le juge Garland est le 3e magistrat nommé par le président Obama. Il avait déjà nommé 2 femmes, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Et nous poursuivons avec l'Afrique du Sud où un climat plus frais et moins sec paraît un lointain rêve et le pays continue de faire face à ses pires sécheresses en 75 ans. Le Cap occidental a déjà mis en place des restrictions de niveau 2 au début de cette année afin d'atténuer les effets de ces sécheresses. La région est confrontée à des pénuries après que les niveaux des barrages ont baissé sous les 25%. Reportage.
Les barrages au Cap Occidental sont en voie d'assèchement et certains ne disposent même pas de suffisamment d'eau pour être pompés par les résidents, laissant de nombreuses personnes inquiètes d'une crise qui menace. L'industrie agricole a déjà souffert de près d'1 milliard de dollars de pertes en raison de la sécheresse et aucune précipitation n'est attendue dans un proche avenir alors que les niveaux des barrages perdent 2% par jour. Le barrage de Tiwataclof gère 50% des approvisionnements en eau du Cap et certains experts estiment que sa position géographique en hauteur dans les montagnes le rend particulièrement vulnérable à la sécheresse. Par-dessus tout, nous devons absolument surveiller ce barrage. Et s'il s'assèche, en atteignant 20 à 25% de sa capacité de base, soit un minimum absolu, alors il faudra s'en alarmer. Il deviendra très difficile d'utiliser l'eau, de la pomper, car le lieu se remplira également de sédiments et de vases, ce qui ajoutera davantage de pression sur le traitement de l'eau. Les petites villes aux abords du Cap Occidental sont confrontées à un avenir incertain si ces conditions climatiques persistent et certains disent qu'il ne resterait que quelques semaines d'eau potable. D'autres tentent d'être proactifs en éduquant leurs résidents sur la conservation de l'eau, de même que l'introduction volontaire de certaines restrictions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, au sein du Conseil, avons également indiqué que nous allons sensibiliser notre peuple à une utilisation raisonnable de l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait une restriction sur l'usage de l'eau, mais nous ne l'avons pas officiellement qualifié de restriction, mais nous souhaitons qu'il en soit ainsi, car nous savons qu'El Niño va nous affecter, nous tous. Les restrictions de la ville sont actuellement au niveau 2, mais devraient passer au niveau 3 afin d'éviter un désastre potentiel. Nous vivons dans un pays en manque d'eau, et il s'agit là d'une ressource rare, et c'est juste trop atroce d'évoquer la possibilité qu'au Cap Occidental, et aussi la ville du Cap, avec sa large population, puisse manquer d'eau. Je ne sais pas si les personnes voient les implications de cela, car nous avons l'habitude d'utiliser l'eau courante, et il y a de l'eau. Mais le jour où il n'y aura plus d'eau, les gens réaliseront combien l'eau est importante. Pour le moment, l'eau est en train d'être pompée vers les petites villes, mais compte tenu de l'impact de la sécheresse sur l'ensemble du pays, seul le temps permettra peut-être d'apporter des solutions. Et alors que le seuil a été atteint en certains lieux, la question doit bien sûr être posée quant à savoir combien d'eau pourra encore être préservée. Et il faudra y répondre au cours des prochaines semaines alors que les restrictions vont s'intensifier. Et alors que les ventes de billets de cinéma aux États-Unis continuent de décliner, les studios hollywoodiens regardent vers l'Asie pour de nouvelles opportunités. Ils souhaitent non seulement attirer les amateurs de cinéma dans les salles, mais aussi capturer l'attention des joueurs pour avoir des sources de revenus supplémentaires. Aujourd'hui, une start-up hongkongaise cherche à supprimer le fossé entre la ville du rêve et les joueurs de la partie continentale de Chine. Avec un œil sur la Chine, 3 grands studios hollywoodiens ont décidé de prendre des participations dans une jeune entreprise de Hong Kong. Le créateur de jeux mobiles Fifth Journey a été fondé il y a tout juste un an par Eric Tan. Ancien cadre à Electronic Arts en Asie, Tan a été responsable de l'adaptation de Despicable Me's Minion Rush pour la partie continentale de Chine. C'est l'une des plus performantes plateformes de divertissement interactif à entrer dans le marché. Les joueurs peuvent acheter des tickets de cinéma, des clips en streaming et même des objets comme des t-shirts et des jouets. Pour les fans, c'est très simple, c'est un guichet unique qui lie l'IP en un clic. Pour Hollywood, c'est une solution pour le divertissement où nous faisons converger tous les différents secteurs d'activité en une application. Les jeux représentent près d'un tiers des sources de revenus du cinéma et avec le secteur du jeu en ligne en Chine qui se développe à une moyenne de 30% par an depuis les 8 dernières années, ce n'est pas étonnant que Hollywood souhaite y prendre part. Le comportement de jeu des Chinois peut être très différent de celui des Occidentaux. Nous avons dû modifier la difficulté, nous avons dû changer certaines mécaniques de monétisation afin de nous adapter au goût local. Il y a des défis autour des plateformes. iOS et Google Play sont les principaux canaux de vente aux États-Unis, mais en Chine, il y a des centaines de plateformes différentes. Et donc, les producteurs américains vont probablement collaborer de plus en plus avec la partie continentale de Chine, ce qu'a déjà fait Hong Kong. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de films à succès de Hong Kong ont été coproduits avec l'industrie du cinéma de la partie continentale de Chine. Ce genre de mouvement s'oriente vers une direction, c'est toujours le divertissement et toujours pour le marché de la partie continentale. Une chose est sûre, Tinseltown va dérouler davantage de tapis rouges pour convaincre les clients chinois.
Et chaque année, aux alentours du mois de mars, lorsque les arbres sont en fleurs, l'université de Wuhan accueille des visiteurs venus de toute la Chine. Les premiers sakuras de l'université de Wuhan ont été offerts par l'ancien Premier ministre Zhou Enlai en 1972. En 1982, afin de célébrer les 10 ans de l'établissement des relations diplomatiques, une entreprise japonaise a offert 100 plants de sakura. 10 ans après, un Japonais amoureux de la province du Hubei en a donné 200 autres. En 2011, il y avait déjà plus de 1000 arbres comprenant plus de 10 espèces de sakura. Chaque année, après la floraison des calicantes, les sakuras s'épanouissent successivement. Les fleurs brillent dans les monuments anciens et cela ne fait que rendre l'université de Wuhan plus charmante. Oui, c'est très beau ici. Les sakuras sont très jolis. Cela embellit le printemps. Je viens de Shanghai, il y a aussi de sakura à l'université Tongji, mais c'est différent d'ici. Ici, c'est plus beau, les monuments anciens, l'histoire et les fleurs, c'est impressionnant. Mis à part l'université de Wuhan, il existe aussi d'autres lieux pour admirer les sakuras, comme le parc de sakura du lac de l'Est, qui est l'un des 3 sites pour les sakuras les plus connus au monde. Construit en 1970, il y a plus de 45 espèces de sakura dans ce parc. Les premiers arbres sont venus du Japon en 1978 pour rappeler le début des relations diplomatiques. En plus des sakuras, on y trouve aussi un pavillon, un étang et un pont imitant le style de construction japonaise. Les visiteurs ont un peu l'impression d'être au Japon. Ce parc est assez délicat. Par rapport à l'université de Wuhan, les paysages sont plus grandioses. Maintenant, c'est la floraison. Ça nous donne plein de vigueur. La floraison des sakuras dure 13 à 20 jours. Si vous souhaitez admirer les plus beaux sakuras de Chine, ne tardez donc pas. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à midi, heure de Beijing, pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.